Ok, on est parti. Bah, du coup, la dernière fois, je pense on en était arrivé là. On était sur la conclusion on avait vu la propriété de distribution des degrés et on avait vu que euh, les réseaux réels avaient en général, avaient très souvent, mais pas tous non plus, une distribution de degrés hétérogène. Donc hétérogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette décroissance-là, lente, comme on voit sur cette distribution bleue, lente et qui spanne beaucoup d'ordres de grandeur. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment, ça spanne 5 ordres de grandeur au moins. Donc c'est ça hétérogène, et on avait dit que dans ces distributions, ce qui était un peu particulier, c'était que la moyenne n'avait pas tellement de sens. D'accord? Parce que on ne pouvait pas du tout voir la population comme étant l'individu moyen. En fait, l'individu moyen n'a pas d'importance là-dedans. Ce qui fait la caractéristique de la population en général, c'est le fait justement que c'est très hétérogène. Qu'il y a des petits degrés, qu'il y a des moyens degrés, des grands degrés, des encore plus grands, etc. Donc que c'est très mal réparti. Ok, et donc qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit, on va voir si notre modèle d'Erdős-Rényi, il est capable de reproduire ça, puisqu'on l'a fait quand même pour reproduire les propriétés des réseaux réels. Donc on avait vu que pas du tout. Déjà on l'avait montré de façon mathématique, que lui, quand le nombre de sommets tendait vers l'infini dans le modèle d'Erdős-Rényi, on avait une distribution qui tendait vers la distribution de Poisson, qui est une distribution fortement homogène, comme celle-là. Alors je vous avais dit, elle n'est pas très jolie là sur les dessins parce que elle ne fait pas une superbe cloche, parce que elle est déformée par la distribution log-log dont on a besoin pour visualiser les distributions hétérogènes. Vous vous rappelez que si on ne fait pas un log-log pour les distributions hétérogènes, on ne voit rien du tout. On voit un truc collé à l'axe des ordonnées et un truc collé à l'axe des abscisses et c'est tout. Ok, donc en tout cas, on voit bien que cette distribution rouge là, du modèle d'Erdős-Rényi, elle ressemble en rien à la distribution bleue qu'on aimerait reproduire dans ces cas-là. Et puis c'est le cas un peu dans tous, d'accord. Il n'y a que les réseaux un peu particuliers là, que j'avais classés comme étant pas vraiment hétérogènes, pour lesquels la distribution d'Erdős-Rényi, elle n'est pas si loin que ça de la distribution originale. Mais ça, c'est des exceptions, on va dire, d'accord. Il faut les considérer comme des exceptions dans les réseaux réels. Ok, donc du coup, la troisième propriété, la distribution de degrés, on n'est pas capable de la reproduire. On avait été capable de reproduire densité et distance. La troisième, on ne peut pas. On va essayer de faire un modèle pour la reproduire. Ok? Il nous faut un nouveau modèle. Ce modèle, c'est celui qu'on appelle, que je vais vous présenter maintenant, c'est le modèle de configuration. Donc son but, lui, ça va être de reproduire les trois premières propriétés. Il a été introduit avant, mais il a été analysé dans les années 90 par Molloy et Reed, qui ont expliqué plein de choses sur sa concentration, etc. L'idée principale de ce modèle, c'est qu'on ne va plus prendre comme paramètre le nombre d'arêtes, comme c'était le cas dans les graphes d'Erdős-Rényi. Vous vous rappelez, on prenait soit le nombre d'arêtes, soit un truc qui est directement lié au nombre d'arêtes, qui était la densité, qui était le P, la probabilité de mettre une arête entre deux sommets. On avait dit ça, c'est exactement la densité du réseau. Donc on prenait comme paramètre M, en gros, dans les deux cas. Et là, on ne va plus prendre ça. On va prendre la distribution des degrés. Alors, un truc qu'il faut remarquer de suite, c'est que si vous avez le nombre de sommets fixés dans le réseau, la distribution des degrés qui est fixée, ça veut dire quoi la distribution des degrés qui est fixée? Ça veut dire que vous connaissez la probabilité pour chacun des degrés. Mais comme vous connaissez aussi le nombre de sommets dans le réseau, quand vous multipliez la probabilité par le nombre de sommets, vous avez exactement le nombre de sommets de ce degré. Donc en fait, en fixant la distribution, vous avez fixé le nombre de sommets de chacun des degrés. D'accord? Et du coup, comme vous avez fixé tous les degrés de tous les sommets, chaque degré, vous savez combien il y en a de sommets de ce degré-là. Et après, vous avez fixé le nombre d'arêtes. Parce que la somme des degrés, vous vous rappelez, c'est 2 fois le nombre d'arêtes. Okay? Donc si je fixe tous les degrés, j'ai fixé en particulier le nombre d'arêtes. Donc en fait, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans le modèle de configuration, alors là j'ai oublié de le traduire, tiens. Dans le modèle de configuration, on fixe plus que dans les graphes d'Erdős-Rényi. On fixe un truc plus fort. Au lieu de fixer le nombre d'arêtes, on fixe la distribution des degrés qui implique en particulier le nombre d'arêtes. À distribution de degrés donnée, vous savez combien le graphe il a d'arêtes. Donc on fixe plus. Okay?
Blablabli, blabla. Qu'est-ce que c'est un modèle? Vous vous rappelez, c'est un procédé aléatoire de génération et ce qu'on voudrait idéalement, c'est tirer uniformément aléatoirement un graphe parmi ceux ayant des propriétés qu'on a fixées à l'avance. C'est ce que j'appelle des propriétés prescrites. Donc, comme pour le modèle Erdős-Rényi, on ne va pas exactement faire ça. Donc, ce qu'on voudrait faire vraiment, c'est ça. C'est dire, on a trois propriétés. J'en rajoute une quatrième qui est le nombre de sommets, mais en fait, qu'on ne compte jamais dans les propriétés, mais c'est la taille du réseau, quoi. On a trois propriétés, la densité, la distance moyenne et la distribution de degrés. Je voudrais fixer ces trois-là, et puis la taille du réseau, et tirer uniformément un graphe avec exactement ces trois propriétés prescrites. Comme on avait dit, pour les graphes Erdős-Rényi, ça c'est trop difficile de faire ça. On ne va pas exactement faire ça, c'est la distance qui rend les choses difficiles. Donc on va laisser tomber de tirer avec une distance fixée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer n, m, la distribution de degrés, et on va vérifier a posteriori que les distances, elles sont assez courtes. Puisque nous, on veut des distances courtes. D'accord ? Donc c'est pas, la distance, on ne va pas être capable de la prescrire à l'avance. On va vérifier a posteriori qu'elle n'est pas trop loin de ce qu'on veut. Okay ? On ne la fixe pas à l'avance. Ok, c'était exactement la même chose qu'on avait fait pour Erdős-Rényi. Donc là, je vous rappelle, je vous refais remarquer que m est fixé parce que m, c'est la somme des degrés. Et la somme des degrés, ça se déduit de la distribution des degrés, comme ça. Ici, il y a le nombre de sommets. Là, ici, c'est la probabilité d'avoir degré k. Donc, n fois p de k, c'est exactement le nombre de sommets de degré k. Et du coup, leur degré, c'est k fois le nombre de sommets de degré k. Enfin, la somme de leurs degrés, ça fait ça. Ok. Donc là, je somme sur les degrés au lieu de sommer sur les sommets. Mais en fait, ça donne bien la somme sur les sommets des degrés. Cette formule-là, ça vaut le coup, si vous n'êtes pas clair avec ça, que vous la repreniez tranquillement au calme à la maison. Ça, il faut que ce soit compris, cette formule-là. Pourquoi ça donne ça, d'accord ? Pourquoi m est égal à ça. Okay ? Alors en plus, vous avez vu, non seulement je ne suis pas en forme, mais en plus j'ai oublié ma tablette. Donc je peux pas écrire sur les slides. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, alors à quoi il ressemble ce modèle de configuration ? Comme tout le temps, au moins on fixe les sommets. D'accord ? On part de n sommets fixés. Bon. Là où c'est différent, c'est qu'avant, on les fixait dans le modèle d'Erdős-Rényi sans arête. Maintenant, ce n'est pas exactement ça. On va fixer, comme le fixe la distribution de degrés, le nombre de sommets qui ont degré k, pour chaque k. D'accord ? Donc si la distribution de degrés, elle me dit que la probabilité d'avoir degré 1, c'est 50%, je vais prendre 1/2 de n, et ça, tout cela, ils auront degré 1. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je leur attache une demi-arête. Alors ça, je vais être obligé de dessiner. Je leur attache une demi-arête. Comme ça. Ils en ont une, parce qu'ils sont tous de degré 1. Et je fais ça pour tous les sommets de degré égal à 1. Ensuite, j'attaque les sommets de degré 2. Et je leur attache 2 demi-arêtes. Ok ? Donc en fait, je choisis leur degré, et non seulement je choisis leur degré, d'accord, donc ça va être degré 2, je vais l'écrire là peut-être, donc ça va m'embêter après. Degré 2, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Ici, je vais mettre les degrés 3, etc. Et d'après les degrés 4 et tout, jusqu'à la fin. Donc tous, je leur ai fixé leur degré, et en plus, je l'ai matérialisé. Je l'ai matérialisé en leur mettant des moignons attachés là, d'arêtes, des demi-arêtes. Okay ? Et je vous le donne en mille, comment il marche le modèle. Maintenant, je veux qu'ils soient tous reliés entre eux aléatoirement, le plus uniformément possible. Qu'est-ce que je fais ? Au lieu de choisir 2 sommets au hasard, comme je faisais quand je tirais Erdős-Rényi, je choisissais 2 sommets au hasard, je mettais une arête.
Là, je choisis 2 demi-liens au hasard. Ok. Donc par exemple, donc là, il y en a plein des demi-liens. Vous voyez, ils sont tous là. Je les ai matérialisés. J'en choisis un au hasard. Tiens, je tombe sur lui. J'en choisis un autre au hasard. Je tombe sur lui. Eh bien, hop. Je fais une arête entre ces deux-là. Et je recommence. Je tire au hasard, je tombe sur lui. Je tire au hasard, je tombe sur lui. Je mets une arête. Je relie ces 2 demi-liens-là. Ok. Et comme ça, ce qui est super, c'est que ça me respecte le nombre de béquilloux que j'avais attachés à mes sommets. Donc ils auront tous à la fin degré exactement ce que je voulais. Et bien voilà, c'est comme ça que je respecte ma distribution des degrés. Je ne vais pas faire l'exemple, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez compter là pour chacun. Vous voyez, donc la probabilité 0,3, donc sur 10, ça veut dire qu'il y en a 3 sommets de degré 1. Probabilité d'avoir degré 2, c'est 0,1, ça veut dire qu'il y en a un sommet de degré 2, etc. Alors, il y a quand même un petit problème que vous voyez peut-être pointer. C'est que quand je choisis uniformément aléatoirement là, mes demi-liens, bon, déjà, je peux former des boucles. Rien n'interdit que je choisisse celui-là et celui-là. Dans quel cas, je vais former des boucles. Et puis, je peux former des liens multiples, parce que j'ai choisi par exemple celui-là et celui-là, mais je peux encore plus tard choisir celui-là et celui-là. Et je vais le relier. Et là, ça va me faire 2 liens entre lui et lui, des arêtes multiples. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux générer des graphes simples. Okay, donc ça, c'est pas acceptable, comme j'ai marqué sur le transparent. Eh bien, on va quand même l'accepter. Donc, je ne pose pas les questions, parce qu'en fait, c'est exactement les questions qu'on va se poser dans le TD qui suivra. Et j'espère ne pas mourir avant que je verrai le TD. Et que vous aussi, du coup. C'est sur la feuille que je vous ai distribuée. Donc, à la limite, même si je meurs, on peut quand même le faire. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas acceptable, mais en fait, on va l'accepter. C'est-à-dire qu'on ne va pas vérifier ni les boucles, ni les arêtes multiples. C'est ce que fait le modèle en général. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne les vérifie pas. Donc, à la fin, là, quand il a tout généré, ok, c'est nickel, ça respecte les degrés, mais en fait, il y a des boucles et puis il y a des arêtes multiples au milieu. Et à la fin, il les jette. On fait une passe sur le graphe, on repère toutes les boucles, on les balance, on repère toutes les arêtes multiples, on les jette toutes sauf une. Ok? Le problème, évidemment, de faire ça, c'est que ça modifie un peu la distribution des degrés. Parce que quand je jette les boucles et les arêtes multiples, je fais diminuer le degré du sommet qui avait reçu une boucle ou qui avait reçu une arête multiple. Il diminue un petit peu. Donc il est plus bien fixé comme je voulais. Donc j'ai un peu moins d'arêtes dans le graphe généré. Et la question, c'est, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça modifie beaucoup la distribution de degrés et puis le nombre d'arêtes? Alors ça, peut-être que ça dépend justement de la distribution des degrés. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Dans quel cas il y a peu de chances que ça arrive? Dans quel cas il y a de grandes chances que ça arrive? Par rapport à la distribution. Donc là, vous voyez quand même, c'est pas uniquement que je vais générer des graphes avec distribution de degrés hétérogènes, je vais générer des graphes avec n'importe quelle distribution de degrés que vous voulez. Ok? Puisque c'est le paramètre maintenant du modèle. Je fixe la distribution de degrés, donc je peux la fixer exactement comme je veux, quoi. Un truc canonique, un truc vraiment bizarre, je peux ce que je veux. Donc dans quel cas est-ce que je vais avoir beaucoup de collisions comme ça, là, des arêtes multiples et des boucles, et dans quel cas je ne vais pas trop avoir de collision a priori? Vous n'avez pas une idée un peu de ça? Une intuition? Quand la distribution est hétérogène, est-ce que j'ai de grandes chances d'avoir des collisions? Oui. C'est un lien qui a beaucoup d'arêtes. Un sommet qui a beaucoup d'arêtes. Un sommet qui a beaucoup d'arêtes. Il y a peut-être possibilité d'avoir des boucles beaucoup plus facilement. Oui. S'il est très hétérogène, justement. Oui, c'est vrai. Et s'il y a 2 sommets qui ont beaucoup d'arêtes, il y a de grandes chances qu'on va les relier entre eux plusieurs fois. Alors, beaucoup d'arêtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que leur degré, il n'est pas négligeable par rapport à la somme des degrés. Donc, dans des graphes très hétérogènes, si vous avez un degré qui est presque universel, qui voit presque tout le graphe, d'accord? Et que le degré moyen, je ne sais pas moi, c'est 3 ou 4,
Ben, lui, c'est énorme, c'est un tiers ou un quart des arêtes qui portent sur lui. Donc, si vous en avez un ou deux comme ça, si vous en avez un comme ça, il va sûrement vous faire des boucles. Si vous en avez deux, ils vont se relier entre eux plein de fois, d'accord? Vous avez une chance sur quatre, en fait, d'avoir envie de les relier à un moment donné quand vous choisissez vos demi-trucs au hasard. Donc, dans les distributions hétérogènes, ça peut poser problème. Dans les distributions homogènes, de faible densité, évidemment, moins. Si vous avez des petits degrés moyens et que c'est à peu près homogène, il y a peu de chances que vous allez former, que vous tiriez deux fois le même sommet ou que vous tiriez deux fois la même arête. Bonjour. Ah ouais, vas-y, installe-toi. Donc du coup, dans les réseaux réels, ça peut poser problème parce que comme ils sont hétérogènes, ben, on sent que peut-être ça va quand même pas très génial. Alors là, je vous ai mis un truc pour le vérifier. Et en fait, je me suis aperçu après, ce matin, et en fait, je crois que je ne l'ai pas bien fait ce truc-là. C'est-à-dire là, ce que j'ai fait, c'est là, vous avez le réseau réel comme d'habitude, avec son N et son M. Et là, vous avez le nombre d'arêtes dans le réseau, dans le modèle de configuration, généré avec les mêmes paramètres que ce réseau. C'est-à-dire le N et la distribution des degrés qu'il a. Okay, donc ici, c'est le modèle de configuration associé à ce réseau-là. Je fixe les paramètres du modèle exactement avec les paramètres du réseau réel. D'accord, c'est un truc classique, ça. Quand je veux reproduire un réseau donné, je fais ça. Et vous avez le nombre d'arêtes. Mais en fait, je crois qu'il y a une anguille un peu, mais bon. Vous avez le nombre d'arêtes. Donc là, vous voyez par exemple qu'il a énormément diminué. Il y avait 2400 arêtes ici, dans le configuration model. Une fois que j'ai enlevé les boucles et les arêtes multiples, j'en ai plus que 2000. J'ai perdu 16%, parce que j'ai mis ces pourcentages de perte. Donc vous voyez que souvent, le pourcentage de perte est quand même négligeable. 0,6, 0,2, 0,9, 0,1, 0,5, même 3%, c'est pas grave. 2%, 2%. Mais parfois, il est gros. 16%, 19%, 18%, 10%, 8,7, 8,9, 10%. Donc il y a quand même une proportion non négligeable des réseaux dans lequel la blague de retirer les arêtes multiples, ça change vraiment le nombre d'arêtes. Alors là, je ne vous montre pas ce que ça fait la distribution de degrés. Parce qu'on peut perdre des arêtes sans trop modifier la distribution de degrés. À mon avis, c'est plus grave pour le nombre d'arêtes que pour la distribution. Mais voilà. Bon, en fait, ce que je pense qui n'est pas bien fait dans mon truc, il faudrait que je vérifie d'où je sors ces données. Mais en fait, ce que je pense que je n'ai pas bien fait, c'est qu'en réalité, dans ce réseau-là, dans le réseau généré, j'ai gardé la plus grande composante connexe. Donc là, les réseaux ils sont tous connexes, parce que j'ai fait ça comme pré-traitement. On fera ça la prochaine fois, demain en TP. Première chose qu'on fera dans un réseau, c'est garder la plus grande composante connexe, pour travailler avec des graphes connexes. Mais du coup, quand on génère les modèles, Erdős-Rényi ou Configuration Model, eux, il y a des sommets qui ne sont pas reliés au reste du réseau. Par exemple, vous pouvez relier deux sommets de degré 1 ensemble, paf, c'est fini pour eux. Ils forment une arête isolée tout seuls. Okay. Donc là, en fait, possiblement, la perte, parce que je trouve que la perte est un peu importante quand même, je ne m'attendais pas à des chiffres comme ça, peut-être c'est parce que j'ai gardé la plus grande composante connexe. Donc c'est pas vraiment lié uniquement aux boucles et aux arêtes multiples, peut-être, il faudrait que je vérifie. Bon, bref, en tout cas, vous voyez que souvent, c'est négligeable, et assez souvent aussi, ça ne l'est pas du tout. Souvent négligeable, parfois ça a un vrai impact. Cette histoire d'enlever les boucles et les arêtes multiples. La question qui se pose, c'est dans cette liste-là, sur quel réseau est-ce qu'on peut deviner quelle est la caractéristique des réseaux qui fait que ça a eu beaucoup d'impact. Donc soit c'est ce qu'on a dit, par exemple, qui sont très hétérogènes ou quoi, il faudrait voir leur distribution, soit c'est autre chose, soit c'est peut-être lié à la composante connexe. Ok, c'est tout. Du coup, la seule chose qu'il nous faut vérifier avec ce modèle pour voir est-ce qu'il est bien ou pas, donc il est capable de reproduire N, M et la distribution de degrés. La distribution de degrés, évidemment, on l'a fixée, et M, ça découle de la distribution de degrés. Mais la question, c'est est-ce qu'il fait des distances faibles, comme Erdős-Rényi. Okay. Et là, on regarde, et on s'aperçoit que quoi? Les distances moyennes, dans le réel, c'est ça, dans Erdős-Rényi, c'est ça, dans le configuration model, c'est ça. Ouais, c'est très similaire à la fois au réel et à l'Erdős-Rényi. Là, c'est un peu plus court. Ouais, là aussi, c'est un peu plus court. Là, c'est plus long. Les distances sont plus longues. Voilà, bon.
Il y a différents trucs, mais en fait, c'est quand même vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment satisfaisant, c'est vraiment proche des distances dans le réseau réel, sauf peut-être pour celui qui était très particulier, là, le réseau routier, où là, les distances, à la fois dans le RDosh-Reni et dans le configuration model, elles chutent, et vous pouvez voir qu'elles sont très proches dans le RDosh-Reni et dans le configuration model. Ok, donc ce modèle, d'un point de vue des distances, il est tout à fait satisfaisant. Okay. Voilà, on a fixé tout ça. Je mets des petits bémols pour cette histoire d'arête multiple, on ne sait pas trop l'impact que ça a. Et distance moyenne, c'est nickel. Donc, c'est un très bon modèle qui est capable de reproduire les 3 premières propriétés qu'on a vues jusqu'à maintenant. Mais il nous reste encore une 4e propriété à voir et qu'on aimerait reproduire. Okay. Donc on met en suspens, est-ce qu'il est capable de reproduire la 4e? Avant ça, donc ok, le configuration model pour moi ça veut dire qu'on sait reproduire les distributions des degrés hétérogènes, ou d'ailleurs n'importe quelle distribution, des réseaux réels, leur distance et leur densité. Super. Par contre, on ne sait toujours pas pourquoi. On a observé quand même qu'ils avaient des distributions hétérogènes, les réseaux réels, mais on ne sait toujours pas pourquoi ils ont des distributions hétérogènes, des degrés. Et les 2 premières propriétés qu'on a vues, est-ce qu'on sait pourquoi? Pourquoi ils ont peu d'arêtes? Donc ils ont peu d'arêtes et ils ont des distances courtes. Pourquoi ils ont peu d'arêtes? Oui. Par une limitation physique ou oui. réelle. Ouais, il y a toujours derrière un peu, enfin là c'est un petit peu philosophique ce que je vais dire, mais il y a toujours derrière une limitation de ressources un peu. D'accord? C'est soit le temps, soit l'énergie, soit l'argent, c'est des choses qui coûtent cher, de faire des connexions, ça dépend. Mais les connexions sont souvent naturellement limitées par une question qu'en fait, s'engager dans une connexion, ça prend une ressource du nœud en question. Et on est dans un monde fini, les nœuds, ils ont des ressources finies. Okay. Donc on peut dire qu'il y a ça un peu derrière le fait que ces réseaux sont sparses, sont creux, ont peu d'arêtes. Pourquoi est-ce qu'ils ont des distances courtes ? Ça, on l'a expliqué. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Pourquoi ils ont des distances courtes, ces réseaux ? À cause de... C'est le modèle d'Erdos-Reni qui l'explique. À cause de l'aléatoire. Parce que quand vous faites des connexions aléatoires, ça fait des distances courtes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas forcément d'aléatoire dans les réseaux réels ? La vie, c'est pas purement aléatoire. Oui, mais c'est non contraint. Ces réseaux, ils sont souvent non contraints. Passez à un réseau social, par exemple. Un vrai réseau social, disons, de la vraie vie, d'accord ? Pas un réseau en ligne. Un vrai réseau, ou même un réseau en ligne, mais bon. Si dans le réseau social, vous n'aviez des connexions d'amitié qu'avec des gens qui habitent à moins de 10 km de chez vous, la distance dans le réseau mondial, elle ne serait pas courte. Parce que chaque lien ne vous ferait sauter que de 10 km. Donc si vous voulez aller par un lien d'amitié à Paris, il en faut, je ne sais pas combien il y a de bornes pour aller à Paris, 700, peut-être plus, il en faut au moins 70. Okay ? Vous ne pouvez pas faire mieux. Alors que si vous mettez ce qu'on a vu avec Erdos-Reni, c'est que quand on met les connexions de façon aléatoire, les distances vont être très courtes. Okay ? On l'a expliqué un peu du point de vue mathématique et surtout on l'a observé en pratique. Les distances vont être très courtes à cause de l'aléatoire. Donc je ne dis pas que les réseaux réels ils sont purement aléatoires, mais ils sont non contraints, justement dans le sens où personne ne vous oblige à n'être ami qu'avec des gens qui habitent à 10 km de chez vous. Alors, personne ne vous interdit d'être ami avec quelqu'un à Paris, avec quelqu'un à New York, avec quelqu'un à Pékin. Si à Pékin, il y a quelqu'un qui vous l'interdit.
Et en ce moment, c'est en train de gueuler, justement. Donc voilà, donc c'est le fait, la partie non contrainte de ces réseaux ressemble à de l'aléatoire, parce que l'aléatoire, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui n'est pas contraint par autre chose, d'accord? Ok. Donc on sait pourquoi ils ont peu d'arêtes, on peut dire à peu près, on comprend à peu près pourquoi ils ont peu d'arêtes, et on sait pourquoi ils ont des distances courtes, ça c'est clair, c'est une propriété de l'aléatoire, c'est prouvé mathématiquement de ces trucs d'Erdős-Rey. Donc et même, je ne me suis pas attardé sur le côté mathématique, mais il y a même des résultats qui montrent qu'avec très peu d'aléatoire, si chaque sommet a à peu près un ou deux liens aléatoires, ça suffit à faire le résultat que les distances sont très très courtes. Okay. Par contre, on ne sait pas pourquoi leur distribution des degrés est hétérogène. Alors si vous avez des explications, je suis preneur. Sinon, je vais vous en donner une, mais pourquoi est-ce que c'est hétérogène ? Vous pouvez penser aux exemples qu'on a donnés. Par exemple, oui. Dans un réseau internet, il y a des serveurs centraux pour trouver son chemin, il y a des trucs. Dans l'exemple justement des réseaux internet, il doit forcément y avoir des grandes bases de données qui sont très connectées à toutes les autres bases de données pour aller. Alors tu parles de la topologie ou du web ? Tu parles de la topologie du réseau au sens câblage des routeurs ou du web ? Parce que justement, le raisonnement n'est pas tout à fait le même. Mais... Ah, le câblage des routeurs plutôt. Câblage des routeurs. Donc, câblage des routeurs, c'est vrai qu'il y en a des forts degrés, mais bon, peut-être pas tant que ce que tu crois. Et puis surtout, Internet pourrait marcher aussi bien si ils avaient chacun 4 connexions, pas plus. En l'occurrence, le nombre de connexions est quand même fixé par les baies qu'on met et le nombre de ports IP qu'elles ont. Donc c'est 4, 8, 16 ou des fois il y en a des très grosses, mais il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, avec ce qu'on a vu sur les graphes aléatoires, les distances dans Internet, elles seraient très courtes, même avec 4 câbles pour chaque routeur. Il suffirait de les mettre un peu aléatoirement. Alors, mettre aléatoirement, par contre, on sent quand même que ça ne serait pas très pratique, mais parce que ça veut dire qu'il faudrait faire des câbles qui traversent la Terre. En fait, c'est pas comme ça. On se relie quand même à ses voisins dans le réseau, dans le câblage Internet. Mais du coup, ça peut pas vraiment être une explication, ça. Il n'y a pas vraiment d'explication. Ça dit toujours pas pourquoi ils sont là. S'il y en a des forts degrés, ça dit toujours pas pourquoi ils sont là. Ça marcherait aussi bien, le réseau, s'ils n'étaient pas là. Alors, est-ce que c'est lié à la spatialisation, tout ça ? Je sais pas. C'est pas vers ça, en tout cas, que j'aimerais vous entraîner, mais... Dans l'exemple qu'on avait donné de trucs hétérogènes, que je vous avais donné, moi, c'était les salaires. On peut se demander... Alors, l'exemple homogène, c'était la taille des individus. Et ça, on avait dit, à un moment donné, je vous avais dit, en fait, ça, il faut le voir comme tout le monde a la même taille. C'est juste qu'il y a des erreurs autour de la taille moyenne des gens. Donc, les lois uniformes, c'est quand, en fait, il y a vraiment... tout le monde a la même valeur. C'est juste qu'il y a des erreurs dues au fait qu'il y a des erreurs, on ne peut pas faire un truc pile poil dans la réalité, d'accord ? Donc à partir de là, ça va vous faire des distributions homogènes concentrées autour de la valeur moyenne qui était visée, quoi. Donc on peut penser à la taille comme ça. Donc, on peut penser que la nature, elle fait... voilà, c'est vrai en plus, hein, je veux dire, les baleines bleues, elles ont leur taille, les hommes, ils ont leur taille, c'est pas la même, d'accord ? Les baleines bleues, elles font 15 mètres, les hommes, ils font pas 15 mètres. On va 1m75, voilà. Donc on peut y penser comme ça, la nature essaye de faire tout le monde à 1m75, mais elle n'y arrive pas à pile poil. Pour les salaires, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus, 2 fois plus, 4 fois plus, 8 fois plus, etc. Est-ce qu'il y a une loi derrière ça ? Alors, justement, le Barabasi-Albert, là, le modèle qu'on va voir, eux, ils disent oui, il y a une loi. Il y a une loi derrière ça, c'est une loi naturelle, l'hétérogénéité. Donc eux, c'est ça qu'ils essayent de faire avec leur modèle. Ils ont fait un modèle pour les réseaux.
pour expliquer la distribution de degrés hétérogènes. Et ce qu'ils essayent d'argumenter, c'est que c'est une loi naturelle de se retrouver avec des degrés hétérogènes. Voilà pourquoi on en voit partout. Okay. Et l'idée qu'il y a derrière, d'ailleurs, elle n'est pas complètement étrangère au salaire, un petit peu, mais un petit peu différente. C'est l'idée que les riches deviennent plus riches. On ne prête qu'aux riches. Vous connaissez les temps populaires. En fait, au plus vous êtes riche, au plus on va vous prêter, et au plus vous avez de chances d'accroître votre richesse. Donc eux, ils ont suivi cette idée que la richesse attire la richesse. Ils ont suivi cette idée dans l'histoire des degrés. Alors on va voir comment. En tout cas, le modèle de Barabasi-Albert, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas un modèle pour générer des graphes. C'est un modèle pour expliquer quelque chose à propos des graphes réels. Pourquoi les graphes ils sont comme ça. D'accord ? Le but, ce n'est pas de générer, c'est de comprendre pourquoi ils sont faits comme ça. Alors, le modèle, voilà comment il est. Initialement, on part avec un réseau qui a M0 nœuds. M0 étant petit. D'accord ? Je ne sais pas, 10, 50, ce que vous voulez. C'est très petit. Qui n'ont pas de lien entre eux. Et on le fait grossir. En faisant un temps discret à chaque étape, t égale 1, t égale 2, t égale 3, t égale 4, etc. À chaque étape, on rajoute un nouveau nœud, qui est numéroté du coup avec son numéro dans le réseau, c'est-à-dire M0 plus T, M0 plus 1 si je suis à l'étape 1, M0 plus 2 si je suis à l'étape 2, c'est son numéro d'arrivée dans le réseau. Et il arrive avec des liens, M liens, M étant plus petit que M0, et il se connecte aux nœuds qui sont déjà là. Il arrive avec ces liens, là, avec ces 2 liens en tout cas, et il les jette sur des nœuds. Il choisit des nœuds auxquels il se connecte. M nœuds. Comment est-ce qu'il choisit à qui il se connecte ? Il ne choisit pas n'importe comment. C'est là qu'il y a l'idée de « on ne prête qu'aux riches » où la richesse attire la richesse. C'est que chacun de ces liens, il l'attache aléatoirement, mais biaisé. Aléatoirement sur les nœuds qui sont déjà là, mais biaisé par leur degré. C'est-à-dire que si parmi les nœuds qui sont là, il y en a un de degré 4 et un de degré 8, celui de degré 8 a 2 fois plus de chances de recevoir chaque nouveau lien qui arrive. Okay, c'est ça leur modèle. Alors concrètement, mathématiquement, comment ça s'exprime ? C'est que la probabilité de se connecter à un nœud qui a degré KI, c'est KI sur la somme des degrés déjà présents dans le réseau. Okay. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment, vous voyez que c'est proportionnel à KI. Et c'est normalisé comme ça, là, par la division, parce que quand vous sommez tout ça, ben, ça fait pile poil 1. Il faut bien que la probabilité de se connecter à un nœud pour un lien donné, là, ce soit 1. Il faut bien qu'il se connecte à un nœud. Donc c'est ça qu'on appelle l'attachement préférentiel sur le degré, et il se trouve que attachement préférentiel, c'est l'autre nom du modèle de Barabasi-Albert. Okay ? Donc on s'attache préférentiellement aux nœuds qui ont un fort degré. Et c'est proportionnel au degré. Bon, ça, si on sort de l'histoire de la richesse, par exemple sur le web, ça se comprend assez bien. Les pages web vers lesquelles il y a plein de liens, c'est qu'elles sont connues. Donc si vous créez, votre nouveau site web, et que vous en référencez d'autres, vous avez de grandes chances, plus de chances de référencer ceux qui sont connus, ceux qui ont déjà plein de liens vers eux. D'accord ? Parce que vous aussi, vous avez des chances de les connaître, alors que les autres sites où il y a 3 liens, peut-être vous ne les connaissez pas, à part si c'est votre copain qui l'a fait. Ok ? Et il se trouve que justement, le résultat de leur modèle, c'est lorsqu'on fait tendre le nombre d'étapes là, vers l'infini, qu'on fait tendre le nombre de nœuds vers l'infini, la distribution des degrés, elle tend en espérance vers une power law d'exposant moins 3. C'est-à-dire que la distribution des degrés, elle tend vers ça. K, la probabilité d'avoir degré K, c'est proportionnel à K à l'exposant moins 3. Donc il y a encore un terme de normalisation que je n'ai pas mis là. Il faut sommer tous les K à l'exposant moins 3 sur tous les degrés. Et ça, on l'avait dit, les power laws comme ça, c'est la distribution hétérogène par excellence. D'accord ? À décroissance polynomiale. Voilà pourquoi elle s'étend sur beaucoup d'ordres de grandeur. Elle décroît doucement, comparée notamment aux distributions de Poisson ou aux distributions normales qui ont des décroissances exponentielles, qui s'épuisent immédiatement. Ok, donc bravo. Il
sais pas si je peux regarder ça. Hein. Ok, bravo, ça explique pourquoi la distribution de degrés est hétérogène. Donc voilà à quoi elle ressemble, en vrai, si vous le faites. Alors je sais plus avec combien c'est, j'ai oublié. J'avais marqué, mais j'ai oublié. Je crois que c'est avec 10 000 sommets ou un truc comme ça. Voilà la distribution de probas que vous observez. Alors eux, ils avaient fité. Fité, ça veut dire faire un fit. Essayer de Donc en log-log, vous voyez qu'en log-log, les distributions de degrés en loi de puissance, c'est une droite. Donc eux, ils ont essayé de trouver le coefficient directeur de la droite. Ils ont trouvé que c'était parallèle à cette droite-là. Ils ont calculé le coefficient directeur, c'était moins 2,9. D'accord. Donc eux, leur papier, c'était expérimental. Ils ont dit que ça converge vers une loi de puissance avec exposant moins 2,9. Bon, après, ça a été fait de manière mathématique. Le moins 2,9, il est un peu bizarre, mais en fait, c'est moins 3. Okay. De manière mathématique, on peut montrer que ça converge et que ça converge vers une loi de puissance d'exposant moins 3. Dans le papier original, c'est rigolo, ils avaient trouvé moins 2,9. Donc, quand même, concordance entre résultat expérimental et résultat théorique. Ok. Du coup, les conclusions factuelles. Donc, on va essayer de conclure cette expérience. Pour moi, je vois ça comme une expérience explicative. Conclusion factuelle. Le mécanisme d'attachement préférentiel, il donne une distribution des degrés en loi de puissance. Okay. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que ça tient à lui, qu'elle soit en loi de puissance? Parce que tout le reste, ou presque, dans le modèle est uniforme. Le noyau, initialement, il n'y a pas de nœud distingué dedans. Il y a M0 nœuds dedans, ils ont tous degré 0. D'accord? Ils sont tous égaux. Ensuite, tous les nœuds qui arrivent, ils ont tous le même degré. D'accord? Donc il n'y a qu'un truc qui est biaisé là-dedans vers l'hétérogène, c'est l'attachement préférentiel. C'est le fait qu'ils se connectent préférentiellement au fort degré. C'est pour ça que je dis que ça tient à ça. Il y a un autre... Pardon. Il y a un autre petit truc qui n'est pas uniforme. C'est le temps. C'est-à-dire que les nœuds qui arrivent, ils arrivent tous avec le même degré, mais si vous êtes arrivé au tout début, vous avez aussi récupéré le degré des gens qui se sont connectés sur vous. Donc au plus tôt vous êtes arrivé, au plus de chances vous avez d'avoir un fort degré. Donc en fait, le temps introduit quand même un espèce de biais sur le fait que ceux qui sont arrivés au début ont plus de degrés. D'accord ? Il y a une différence entre ceux qui sont arrivés au début et ceux qui sont arrivés à la fin. Là, je ne fais pas notre masque parce que là, je vais mourir plus tôt que prévu. Non, j'en ai pas. Je vais essayer de le garder encore un peu, mais si ça continue comme ça, là, ça me fait tousser. Ok. Donc, quand on interprète ça, donc ça c'est ce qu'ils font typiquement dans l'article, c'est qu'ils disent que la distribution des degrés hétérogènes, qu'on cherche à expliquer dans les réseaux réels, elle vient du procédé de formation de ces réseaux, premier truc qu'ils argumentent, et qu'en l'occurrence, elle vient de deux phénomènes dans ce procédé de formation, qui sont en expansion continue, il y a toujours des nouveaux nœuds qui arrivent, et quand ils arrivent, ils s'attachent préférentiellement sur les degrés. Donc eux, c'est ça la conclusion qu'ils disent dans l'article. C'est que c'est pour ça que les réseaux ont des distributions de degrés hétérogènes. Bon, ça, c'est peut-être vrai pour certains, mais c'est peut-être pas vrai pour tous non plus quand même. C'est pas si universel que ça, peut-être, comme loi. Parce qu'on peut se demander déjà s'ils sont tous formés par expansion. J'en sais rien. Un réseau social, ouais, peut-être, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux users qui arrivent, tout ça. Mais un réseau d'interaction entre protéines, je ne sais pas si dans l'évolution, ils se sont formés avec au début 3 protéines, et puis 4, 5, 6, je ne sais pas si c'est vrai ça, vous voyez. Donc c'est peut-être pas si clair que ça. Une façon de se poser la question, est-ce qu'ils ont été formés par expansion? Les nœuds qui arrivent un par un, ou en tout cas qui grossissent au fur et à mesure du temps. Une façon de se poser la question, c'est de dire, et est-ce qu'ils sont encore en expansion? Typiquement, le web, oui, c'est encore en expansion. Internet, c'est en expansion. Il y en a plein, en effet, qui sont vraiment encore en expansion, dans lesquels ça doit être valide, cette vision. Mais les protéines, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est à des niveaux d'échelle temporelle qui sont tellement longues que
ne peut pas le vérifier, quoi. Vous voyez, est-ce que le réseau d'interaction des protéines à l'intérieur de nous, il incorpore des nouvelles protéines, tout ça? Je ne pense pas que ce soit un truc qu'ils étudient en bio, parce qu'ils considèrent que c'est fixé. Mais peut-être sur le très long terme, sur des millions et des milliards d'années, peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Des milliards d'années, non, parce que nous, ça fait pas des milliards d'années qu'on est là, mais... Donc ma question, c'est, peut-on utiliser le modèle d'attachement préférentiel comme un modèle pour générer aléatoirement des réseaux? Parce qu'après tout, ils font des distributions hétérogènes, etc. C'est super. Est-ce qu'on peut s'en servir pour générer ça? Je vous ai déjà donné la réponse. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Mais pourquoi j'ai dit non? Ben, moi, j'ai dit que c'était pas son but, c'était pas de faire ça. Donc, ce modèle, il est adulé et complètement décrié. Adulé, je ne sais pas si je ne vais pas un peu fort, mais en tout cas, il est utilisé, mais utilisé pour générer des réseaux. Ce qui, à mon avis, est une grosse erreur. Et il est décrié par les gens qui disent que c'est une grosse erreur de l'utiliser pour générer des réseaux. Et moi, je suis tout fier de ma position, parce que moi, je le trouve bien, mais pour son caractère explicatif. Je pense vraiment que les gens qui l'utilisent pour générer, ils sont dans l'erreur. Les gens qui lui tapent dessus en permanence, ils sont aussi dans l'erreur, parce qu'en fait, le but de ce modèle, c'est pas de générer des réseaux, contrairement à ce que prétendent ces auteurs. Le but de ce modèle, c'est d'expliquer pourquoi les réseaux sont comme ça, pourquoi ils ont des distributions de degrés hétérogènes. D'accord ? Donc le caractère explicatif, il est intéressant. Pourquoi d'un niveau génération, c'est pas génial? Parce qu'en fait, c'est pas uniforme, et ça, on le sait. Ça a été montré. Ces réseaux que vous générez comme ça, bon, déjà là, on voit bien que c'est pas uniforme. Il n'a que distribution de degrés avec coefficient -3. Encore power law avec coefficient -3. Mais ça, on peut le changer, en fait. Ça, on peut le changer. En changeant la façon dont ils s'attachent préférentiellement. Mais en fait, ils ont d'autres propriétés qui sont pas uniformes. Par exemple, ils ont des propriétés d'assortativité de degrés, etc., qui sont pas générales. En fait, ce que je veux dire autrement, c'est que le procédé qu'on utilise pour former ces réseaux, il fait des réseaux avec des structures particulières. Vous ne pouvez pas prétendre que c'est un réseau quelconque avec power law -3. Okay. Donc en fait, il n'est pas très uniforme. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas trop. Que moi, je n'aime pas trop en tout cas. Pour générer. Par contre, il y a des extensions du modèle. Alors, les gens sont beaucoup intéressés à ce processus de croissance des réseaux et en ont fait des trucs incroyables. Donc déjà, il y a d'autres modèles de croissance qui ne sont pas un nœud arrive avec un nombre fixé de liens. Vous pouvez avoir juste un lien qui se rajoute, des trucs comme ça. On peut obtenir d'autres coefs sur la power law en prenant un attachement qui est non pas pile poil proportionnel au degré, pas linéaire, pas dépendance linéaire sur le degré, mais dépendance polynomiale. Si vous attachez préférentiellement au degré KI avec KI à l'exposant bêta, ça vous donne un autre coefficient, pas -3. Et vous pouvez changer le coefficient de la power law comme ça. Et puis en fait, même plus récemment, il y a eu des résultats qui sont, je trouve, super, qui montrent que en fait, on peut générer, en prenant bien la probabilité d'attachement, alors pas avec des trucs comme ça, polynomiaux, là, en prenant bien la probabilité d'attachement, on peut générer n'importe quelle distribution qui nous intéresse. Ou presque, selon des conditions sur la distribution qui sont très faibles. Ça, c'est vraiment très beau. Et j'ai mis Made in Nice parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse ici, qui a fait ça. Et je pense que c'est assez beau pour être mentionné. On peut faire des procédés de croissance avec des attachements qui peuvent générer un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt un bon argumentaire pour ces procédés-là. Mais encore une fois, là, il n'y a pas de garantie d'uniformité là-dedans. Ok. Eh bien donc, on va passer à la 4e propriété. Sauf si vous avez des questions. Non, pas de questions sur ça, sur le modèle de configuration, etc. Bon, tout à l'heure, je vous demanderai d'écrire l'algorithme qui génère un graphe avec un modèle de configuration. On fera ça dans le TD. Ok, donc on n'a plus qu'à voir la 4e propriété qui nous intéresse.
c'est ce qu'on appelle la densité locale. Je vous en ai parlé dès l'introduction du cours. Ces réseaux réels, ils sont denses localement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plus de chances de trouver une arête entre deux sommets si les sommets sont proches dans le graphe. C'est ça la notion de localité. Mais qu'est-ce que ça veut dire proche dans le graphe? C'est ça qui reste à définir. Okay, bon, vu que le graphe, sa définition, c'est par les voisinages, il y a une définition naturelle, c'est ça qu'ils prennent, c'est ils sont proches dans le graphe s'ils sont dans le voisinage d'un même sommet. C'est-à-dire s'ils sont voisins à un même sommet. Donc, le coefficient de clustering d'un sommet, on le définit comme ça. On regarde parmi ses voisins quel est le pourcentage des couples de ses voisins qui sont vraiment reliés par une arête. Donc c'est vraiment juste la densité sur le graphe restreint à ses voisins à ce sommet. Donc on le définit comme ça. Ça c'est le coefficient de clustering du sommet U. La densité dans son voisinage. Et on peut en faire un coefficient pour le graphe en entier, pas que pour un sommet, en disant je prends la moyenne arithmétique, toute bête, des coefficients de clustering de tous les sommets. Et ça me fait un score pour le graphe. Ça me dit si le graphe il est bien clusterisé ou pas. S'il y a une forte densité locale. Donc, je prends la densité locale autour de chaque sommet, un truc qui est entre 0 et 1. J'en fais la moyenne et voilà le score pour le graphe. Exemple. Ça, alors je ne vais pas le faire parce que vu que je n'ai pas amené ma tablette, la graphique, là, je ne vais pas m'en sortir. Mais on peut prendre un exemple quand même. Par exemple, celui-là, là. Il a degré 3. Si je restreins le graphe à ces trois voisins, c'est ces trois-là, il y a combien d'arêtes dedans? Combien? Il y en a 2. Et il y a combien de couples possibles entre 3 sommets? 3. Donc la densité là-dedans, c'est 2 tiers. Donc celui-là, là, son coefficient de clustering, c'est 2 tiers. Okay, celui-là, par exemple, il y a encore 3 voisins, mais il n'y a qu'une arête parmi eux. Donc c'est 1 tiers. Okay, celui-là qui est au centre, il a plein de voisins. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si j'ai bien compté. Ouais. Il y en a 8, il a combien d'arêtes? Pas énormément. Il y en a une là, une là. Je crois que c'est tout. Donc il y en a 2. Donc combien de couples parmi 8 sommets? 8 fois 7 divisé par 2, ça fait 4 fois 7, 28. Il y en a 2 sur 28. Sa densité, c'est 1 sur 14. Okay, donc plus petit que 0,1. Ok, voilà. Donc vous faites ça pour tous les sommets, vous faites la moyenne, ça vous donne le coefficient de clustering du graphe. Première définition. C'est pour ça que j'ai mis coefficient de clustering numéro 1. Il y en a une autre de définition. L'autre définition, elle se base sur les pas de doigts. Je crois que les pas de doigts, en anglais, ils appellent ça des wedges. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des wedges. Mais une pas de doigt, c'est quoi? C'est un triplet ABC, ordonné. Donc vraiment, le triplet, il est centré en A, on va dire. Tel que vous avez l'arête AB et l'arête AC. BC, j'ai mis? Alors, pardon, il est centré en B, alors. Vous avez l'arête AB et l'arête BC. D'accord? Donc, une pas de doigt, c'est ça. C'est un triplet avec une arête, et puis là, ce que vous voulez. Une arête ou pas d'arête, on s'en fout. Okay, c'est ça, une pas de doigt. 2 arêtes qui partagent un sommet en commun, ici B. Dans un graphe, vous pouvez compter le nombre de configurations comme ça. Vous prenez tous les triplets de sommet, vous regardez si celui du milieu, donc les triplets ordonnés, vous regardez si celui du milieu, par hasard, il n'aurait pas une arête avec les 2 du bord. Un triangle, c'est quoi? Ben, évidemment, un triangle, c'est un triplet, encore, mais où là, vous avez les 3 arêtes. Donc là, je le considère, comme j'ai considéré ça comme ordonné, là, ça aussi, je le considère comme ordonné. Donc en fait, un triangle va me faire 3 triangles. Il y a le triangle ABC, il y a le triangle BCA, et il y a le triangle CAB. Donc je compte les pas de doigts, je compte les triangles, et je fais la division. Je regarde, donc il y a plus de pas de doigts que de triangles. Hein. Il y a plus de pas de doigts que de triangles, parce que si vous avez un triangle, donc vous avez 3 triangles particularisés, là, c'est-à-dire 3 triangles en prenant des triplets ordonnés, et vous avez 3 pas de doigts en prenant des triplets ordonnés. Alors que par contre, des fois, vous avez une patte de doigt, vous n'avez pas de triangle. Donc, des triangles, il y en a moins que des pattes de doigt. Donc, ce machin-là, c'est un truc entre 0 et 1. En fait, c'est quoi ça? Ça, c'est la probabilité, quand vous prenez une patte de doigt, ben, qu'en fait, ce soit un triangle.
C'est-à-dire que sur le troisième truc, là, où vous ne savez pas ce qu'il y a, c'est qu'il y a une arête. Donc c'est... Pardon. Donc c'est aussi une notion vraiment de densité locale, c'est-à-dire c'est la probabilité que j'ai une arête, non pas en choisissant deux sommets au hasard, mais en choisissant deux sommets qui sont les extrémités d'une patte doigt. C'est-à-dire en choisissant deux sommets qui en ont un autre en commun. Enfin, en choisissant une patte doigt, parce que là l'uniformité elle va être sur les pattes doigts. Je tire au hasard une patte doigt et je regarde est-ce qu'il y a une arête pour la fermer. Ça me donne un score entre 0 et 1, une probabilité, mais c'est ça. C'est le coefficient de clustering qu'on appelle global. Celui d'avant, on l'appelle local, parce qu'il est fait par moyenne de tous les coefficients de clustering locaux autour de chaque sommet. Alors que là, c'est une propriété plus globale dans le graphe. On compte le nombre de triangles dans le graphe, le nombre de pattes doigts dans le graphe. On pourrait s'amuser à le calculer là-dessus. Je vous invite vraiment à le faire. Alors, il y a deux coefficients. Donc, parlons des avantages et des inconvénients un peu des deux. Le coefficient local, son idée, elle est très claire. C'est la densité dans le voisinage d'un sommet. C'est encore plus clair comme notion de densité locale, je trouve, que l'histoire des pattes doigts qui se ferment par les triangles. Ceci dit, quand on y pense un petit peu, les pattes doigts qui se ferment par des triangles, c'est quand même super naturel aussi. Donc, le coefficient local, c'est ça. Le problème, il y a plusieurs problèmes. D'abord, les sommets qui ont un voisin unique. C'est quoi leur coefficient de clustering local ? Sommet qui a degré 1. Combien d'arêtes possibles dans leur voisinage? Ils ont un seul sommet voisin. Combien d'arêtes possibles? Combien il y a d'arêtes en vrai dans leur voisinage? Si je prends le graphe restreint à leur voisin, il y a combien d'arêtes? Il y en a 0, puisqu'il n'y a qu'un voisin. D'accord, il y a un nœud tout seul, donc il n'y a pas d'arête. Ok. Donc 0 arête dans leur voisinage. Combien de couples de sommets possibles dans leur voisinage? Il n'y a qu'un sommet dans leur voisinage. 0. Il n'y a pas de couple de sommets. Donc si j'applique la définition, ça fait 0 divisé par 0 égale la tête à Toto. C'est indéfini. 0 sur 0. Donc il y a un problème de définition. Quand il y a un unique voisin, on ne sait pas ce que c'est la réponse. Alors il y a un peu deux réponses qui paraissent naturelles, c'est soit c'est 0, soit c'est 1. Mais en fait, ça peut être n'importe quoi en vrai. Mais on pourrait dire c'est 0 parce qu'il n'y a pas d'arête. On peut dire c'est 1 parce que tous les couples de sommets ont une arête entre eux. Oui, c'est vrai, tous les couples, puisqu'il n'y en a pas de couple. Donc c'est mal défini, c'est pas défini. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave ça, parce que des sommets avec un unique voisin, il n'y en a presque pas dans les graphes en vrai. Les sommets, ils ont au moins deux voisins, non? Oui ou non? Bon, peut-être j'aurais dû prendre celle-là, je ne vais pas aller trop loin non plus. Là, dans celle-là, distribution par exemple, là, ça c'est quoi ça? Ah non, mais ça c'est bon, justement, c'est pas bon ça. Il est très particulier leur truc, on laisse tomber ça, on va prendre... Oui, ça c'est un autre truc qu'on pourrait dire pour critiquer ce machin-là, mais bon. Ici, par exemple, combien il y a de sommets dans YouTube? Combien il y a de sommets avec degré 1? Très peu, j'imagine. Où est-ce que ça se lit? En bas, le degré, il est là, 10 à exposant 0, c'est ça, 1. C'est le truc qui est sur l'axe des ordonnées. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. La probabilité, elle a l'air d'être... Là, ici, c'est 0,1, et ici, c'est 1. Donc elle a l'air d'être à quelque part, je ne sais pas trop, parce que comme c'est logarithmique, mais au moins à 4, à 0,4, un truc comme ça. D'accord, on voit au moins une ou deux graduations là. Donc ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, il est au moins à 0,4 ce machin. 0,4 c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a 40%. Il y a 40% du graphe qui a degré 1. D'accord? Donc là, ils sont combien? Ils sont 1 million. Donc il y a 400 000 sommets avec degré 1. Donc il y a 400 000 sommets pour lesquels le coefficient de clustering n'est pas bien défini. Vous prenez 0, ça va vous donner une vision du graphe, parce que vous aurez 400 000 zéros sur les 1 million, quand vous faites la moyenne. Vous prenez 1, ça va vous donner une autre vision complète.
Là, vous allez le trouver très clusterisé si vous prenez 1. Si vous prenez 0, vous allez le trouver pas du tout clusterisé. Donc en fait, c'est quand même un problème, cette histoire de définition pour les sommets de degré 1. Ok ? On était où là ? Voilà. En plus, justement, qu'est-ce qui se cache un peu derrière ça ? C'est qu'en fait, quand je fais la moyenne arithmétique, c'est un petit peu... c'est pas bien. Et ça, c'est souvent un truc pas bien qu'on fait quand on fait des stats sur ces réseaux ou sur n'importe quoi. C'est qu'on fait des moyennes arithmétiques de trucs qui n'ont pas de sens de faire des moyennes arithmétiques. Notamment là, le machin, il est entre 0 et 1, il a été normalisé. Si vous faites la moyenne arithmétique, ça veut dire que vous donnez la même importance à chaque nœud. Donc le nœud qui a un voisin, il va compter autant dans la moyenne que le nœud qui a 10 000 voisins. Donc un truc qui vous parle d'une toute petite partie du graphe va compter autant qu'un truc qui vous parle d'une grosse partie du graphe. Donc ça déjà, c'est pas très, on sent bien que c'est pas très équilibré. Donc en fait, ce coefficient de clustering, il n'est pas super. Déjà, il n'est pas bien défini. Et en plus, il y a un problème de faire la moyenne arithmétique de ces valeurs normalisées entre 0 et 1. Ça n'a pas trop de sens. D'ailleurs, même pour les sommets qui ont deux voisins, leur coef, c'est aussi 0 ou 1. Là, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est 0 s'il n'y a pas d'arête, c'est 1 s'il y a une arête. Mais donc, eux aussi, ils ont une grosse influence parce qu'ils sont aussi très nombreux, les trucs de degré 2 dans la distribution hétérogène. En fait, je vous ai dit 40, au moins 40% de degré 1, mais il y a peut-être 20% ou 10% de degré 2. Donc, en fait, ils comptent énormément, ces sommets-là. Donc, c'est vraiment pas super d'avoir fait la moyenne arithmétique entre tous ces trucs. L'avantage par contre de cette définition, c'est que ça donne une vision vraiment plus que pour le graphe. Ça donne un coefficient pour le graphe, en fait ça donne un coefficient pour chaque sommet. Donc ça dit quelque part si chaque sommet autour de lui c'est bien clusterisé. C'est bien dense localement. Et ça c'est intéressant quand même, de pouvoir distinguer différentes parties du graphe, d'avoir un score pour chacun des sommets. Ça c'est l'intérêt du truc. Par contre, l'utiliser pour truc global, c'est pas génial. Le coefficient global, donc son idée, j'ai un petit peu dit déjà, mais j'ai pas dit comme ça, mais c'est l'idée de transitivité. Vous avez une patte doigt, donc A connaît B, B connaît C. Est-ce que A connaît C ? Quelle est la probabilité que A connaisse C ? C'est vraiment l'idée de les amis de mes amis sont mes amis. Si c'est vrai, ben, le coefficient vaut 1. Si c'est toujours vrai. Donc là, ça vous dit à quelle est la probabilité que un ami de votre ami soit votre ami. Ok. Et ça donne quand même une vision plus équilibrée du réseau parce qu'il n'y a pas ce problème justement de somme un peu bizarre. Il y a une alternative à ces deux coefficients, c'est de simplement compter le nombre de triangles. Vous voulez savoir si le truc est bien dense localement. En fait, là, on a vu toutes les notions, elles tournent autour du triangle en fait. Parce que quand vous avez, dans le voisinage d'un sommet, quand vous avez une arête, ben justement, elle vous fait un triangle cette arête. Donc en fait, on est en train de compter, quand on fait le clustering local, on est aussi en train de compter les triangles. Mais de façon locale, on compte combien il y a de triangles impliquant ce sommet-là. Donc en fait, derrière ça, tout le temps, il y a les triangles, et on pourrait tout bêtement compter le nombre de triangles pour savoir si le graphe il est bien clusterisé ou pas. Ça serait une mesure possible. C'est une mesure plus neutre. D'accord ? Il n'y a pas de choix à faire comme ça. Là. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que déjà, ce n'est pas une densité, c'est un nombre. Et puis, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça ne vous donne pas un score entre 0 et 1, dit autrement. Et puis, vous ne pouvez pas l'utiliser pour comparer des réseaux différents, parce que justement, ce n'est pas normalisé. Ce n'est pas une densité. Donc, au final, c'est une notion intéressante, juste de compter le nombre de triangles. On le fait souvent, mais on ne peut pas trop... on ne peut pas comparer vraiment des réseaux facilement avec ça. Ça dépend trop de leur taille. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi ça ressemble le clustering dans les graphes réels. Ah ben, on va voir ça de suite et surtout de le comparer à la densité globale. On a vu une densité globale très faible. Est-ce que la densité locale va être aussi faible, à votre avis ? Oui. Je pense que la densité ne devrait pas être trop faible, elle doit être un peu plus élevée que... Oui, exact. Elle doit être beaucoup plus élevée normalement. Plusieurs ordres de grandeur au-dessus. Pourquoi ? Ça dit quoi ça ? Mais ça dit, en fait, regardez, la densité, on a dit, c'est vraiment, vous prenez deux sommets complètement au hasard dans le réseau et vous regardez s'il y a une arête ou pas.
la probabilité qu'ils en aient une, quand vous les avez pris les deux complètement au hasard, c'est exactement la densité, la définition de la densité, ok, globale. Maintenant, on joue à un autre jeu. Par exemple, avec le coefficient de clustering qu'on appelle global, là, on prend deux sommets, mais pas n'importe où dans le réseau. On prend deux sommets qui ont un voisin en commun, donc ils sont proches dans le réseau. Donc ils ont beaucoup plus de chances d'être reliés entre eux, parce qu'ils ont plus de chances de se connaître si c'est des réseaux d'amis, parce qu'ils ont plus de chances de collaborer si c'est des réseaux d'entreprises, etc. D'accord ? Donc là, normalement, la densité globale, la densité locale, elle est beaucoup plus forte que la densité globale. Alors là, il y a un truc qui n'est pas heureux au niveau du vocabulaire, j'espère que vous le voyez, c'est qu'il y a deux, pour apprécier la densité locale, il y a deux coefficients, et il y en a un que j'ai appelé local et l'autre que j'ai appelé global. Alors que les deux apprécient la densité locale. Donc peut-être je devrais changer le nom. Ok, donc voilà le clustering, alors je n'ai pas marqué d'ailleurs, global, ah si, ouais, pardon, ici c'est marqué là. Donc pour chacun des réseaux, vous avez le clustering global, le clustering local. Pour ces deux-là, vous voyez qu'il est très proche. Pour ces deux-là, il est un peu moins. Le clustering local est quand même 5 fois plus élevé que le clustering global. Vous avez aussi le nombre de triangles. Et donc voilà, on peut regarder. En tout cas, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir que la densité qui est là, 10-3, 10-4, 10-5, quand vous allez voir en face, la densité locale, elle est beaucoup plus élevée. Là, c'est 10-2. Non, même pas, 10-1 là. 10-1. Ici, bon, c'est 10-2. Mais là, il est à 10-5 de densité locale. Et il est à 10-2 pardon, il y a 10-5 de densité globale et il y a 10-2 de densité locale. Donc c'est 3 ordres de grandeur au-dessus. Donc en fait, c'est beaucoup plus dense. Vous voyez qu'il n'y en a aucun qui part au-delà de 10-3. Alors que là, je vous avais montré, quand on augmente la taille des réseaux, en fait, ça tend vers 0. Ça va vers 10-5, 10-6, etc. Donc conclusion, ces réseaux, ils sont beaucoup plus denses localement que globalement. Et ça correspond à ce que je viens de vous donner, c'est que c'est deux procédés de choisir des nœuds au hasard, sauf que dans un, on les choisit adjacents à un même nœud, donc ils sont proches dans le réseau, ils ont beaucoup plus de chances d'être liés entre eux. Ah oui, ça c'est une question que je peux vous poser. Je génère un GNP, un graphe d'Erdős-Rényi avec probabilité P. Je m'attends à quoi comme coefficient de clustering global? Pas local, je raisonne sur le clustering global. Donc je suis dans le graphe GNP, je suis au bout d'une patte doigt. Je prends une patte doigt, je regarde, l'arête là, ici, est-ce qu'elle y est pas? Quelle est la proba? C'est quoi? C'est P. Exactement. C'est ça que je voudrais vous faire voir. C'est qu'en fait, là, on se fout de savoir qu'elle est dans une patte doigt, cette paire. N'importe quelle paire, de toute façon, le graphe, il a été formé comme ça. Il a été formé en tirant avec probabilité P, je mets une arête. Avec probabilité A-P, j'en mets pas. Donc, vous prenez n'importe quel deux points, que vous choisissez de façon particulière ou pas de façon particulière. De toute façon, quand ils ont été générés, ces deux points, on les a considérés et on a mis une arête entre eux ou pas avec probabilité P. Donc, en fait, la probabilité dans le graphe GNP, la densité locale, c'est exactement par définition la même que la densité globale. Donc ce qui ça ne nous plaît pas, puisque nous on a vu que dans les données réelles, c'était plusieurs ordres de grandeur au-dessus. Donc le Erdős-Rényi, il ne reproduit pas. Il ne reproduit pas le bon nombre de voisins. Il ne reproduit pas la densité locale. Est-ce que le modèle de configuration la reproduirait? Intuition? Oui, non ou peut-être. Est-ce que dans le modèle de configuration, je vais avoir une plus forte densité locale que dans le modèle d'Erdős-Rényi, ou est-ce que je vais avoir une densité locale qui est un peu comme dans le réseau réel? Est-ce que je vais avoir plus de chances de me connecter à des gens qui sont proches? Allez, lancez-vous. Dites ce que vous en pensez.
Sinon, c'est moi qui vais vous dire ce que j'en pense, mais comme je connais la suite, c'est moins intéressant. Ok, j'y vais quand même alors. Moi, j'en pense que non. Parce que les 2 milliens, là, on les a pris purement au hasard. Donc, ok, on a contraint le degré sur chaque sommet, mais après, on fait le truc purement au hasard. Donc, je ne vois pas où est la localité là-dedans. Il n'y a pas d'histoire de s'il y a une arête, il y a plus de chances. Si j'ai une patte doigt, il y a plus de chances que je mette l'arête entre eux. Les 2 milliens, je les associe purement au hasard. Donc, pour moi, il n'y a pas la notion de localité. Quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ce que j'ai dit, évidemment, c'est vrai, mais il y a quand même un truc intéressant. C'est que si vous le faites en pratique, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que la probabilité là, de fermer la patte doigt, donc ça c'est la probabilité qu'il y ait l'arête UV, sachant que, c'est ce que veut dire la barre, sachant qu'il y a UW et VW, sachant qu'ils sont reliés à W, est-ce qu'il y a l'arête UV? C'est 1 sur N fois une espèce d'énorme constante là, ce truc-là. Okay, donc ça, N c'est le nombre de sommets dans le réseau. Donc quand ça tend vers... j'ai pris un gros N au lieu d'un petit N, parce que j'ai bêtement recopié un livre. Quand ça tend vers l'infini, ben du coup ce machin-là tend vers 0, parce que ça là c'est des moyennes. Ça c'est la moyenne du carré des degrés, ça c'est la moyenne des degrés, ça c'est la... Non, ça c'est faux ça. C'est pas ça. C'est la moyenne de k au cube, je pense. C'est pas la moyenne de k cube. La moyenne de k cube n'intervient pas. Donc ça c'est la moyenne du carré du degré, et ça c'est la moyenne du degré, et là c'est le cube de la moyenne des degrés. J'ai mal écrit, le cube devrait être à l'extérieur des crochets. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que en fait ces quantités là, la moyenne des degrés, c'est fixé par la distribution. Si vous prenez une distribution, vous calculez la moyenne des degrés, c'est fixé, ça ne dépend pas du nombre de sommets. Pareil pour le carré. Tout ça, c'est fixé uniquement par la distribution. Donc en fait, tout ce truc-là, là, à distribution fixée, tout ça, c'est fixé. Donc quand je mets, pour une distribution fixée, quand je mets un nombre de sommets de plus en plus grand, ça tend vers 0, le coefficient de clustering local. Okay, mais en pratique, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas comme ça? C'est que cette grosse constante-là, grosse en écriture, elle est aussi grosse en valeur pour les distributions hétérogènes en tout cas. Pour les distributions homogènes, non, ça va rien changer, ça va être le même comportement qu'Erdős-Rényi. Mais pour les distributions hétérogènes, ce machin-là, c'est gros. Alors pourquoi c'est gros? Ben, en fait, c'est le numérateur qui fait ça. Le numérateur, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne des carrés moins la moyenne. En plus, le truc est au carré. Ça, dans les distributions hétérogènes, c'est très gros. On appelle ça la dispersion, en fait. Ce paramètre-là, k carré moins k sur k, on appelle ça la dispersion. Ça vous dit à quel point votre distribution elle est dispersée autour de la moyenne. Est-ce qu'elle est dispersée loin de la moyenne ou est-ce qu'elle est bien concentrée sur la moyenne? Donc pour un réseau uniforme, ce machin-là va être petit. Par exemple, pour les lois de Poisson, c'est racine de k. Pour les distributions hétérogènes, ça va être grand. Alors j'aimerais bien quand même vous donner l'intuition de d'où ça sort ce k carré là. C'est pas n'importe quoi ça. C'est comme ça qu'on apprécie la dispersion d'une distribution. Regardez, je prends une distribution de nombres, de n nombres. N plus 1. N plus 1 nombre. Tous les nombres valent 1. Attendez, c'est nul. Tous les nombres valent 2. Bon, je vais m'embrouiller un peu, mais c'est pas grave. Tous les nombres valent 2. Ok? Donc moyenne, 2. J'en prends une avec la même moyenne, mais faite complètement différemment. Tous les nombres valent 1. Tous les n nombres valent 1, sauf le dernier qui vaut n. Donc c'est pareil, ça fait n pour le dernier, plus n pour les premiers. Donc ça fait 2n quand on somme tout. Okay, divisé par n, ça fait encore 2. Sauf que là, je me suis un peu embrouillé parce qu'on divise par n plus 1. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Soit vous les mettez tous à 2, soit vous les mettez tous à 1, sauf un qui est énorme qui vaut n. Ok? Donc la moyenne, c'est la même. Par contre, la moyenne des carrés, laquelle est la plus grande? Vous prenez la moyenne des carrés. Donc quand ils sont tous à 2, le carré il vaut 4. Tous les carrés valent 4. Je fais la moyenne, ça fait 4. Quand je fais la moyenne des carrés pour la distribution qui vaut 1, 1, 1, 1, 1, n.
le carré il vaut 1, 1, 1, 1, 1. Il y en a n qui valent 1. Et le dernier, il vaut n carré. Je le divise par n. Ça me fait n fois 1 plus 1 fois n carré. Ça me fait n carré plus n divisé par n. C'est-à-dire n plus 1. Grosso modo. On va dire n. Donc, la moyenne des carrés, dans le premier cas, quand c'est bien uniforme, ça vaut exactement le carré de la valeur moyenne. Dans l'autre cas, ça n'a rien à voir, ça a complètement explosé, c'est n maintenant, alors que la moyenne c'était 2. Donc en fait, la moyenne des carrés, quand c'est mal réparti, quand c'est pas uniforme, que tout le monde n'a pas la même valeur, ça explose. Voilà pourquoi ce machin quantifie la dispersion. Du coup, je me demande même s'il n'y a pas un carré là. Parce qu'en fait, ce qu'on compare en général, c'est la moyenne des carrés au carré de la moyenne. C'est ça qui dit si c'est bien dispersé ou pas. Bon. Ok. Voilà. Donc finalement, la conclusion, c'est que non, c'est pas clusterisé, mais quand même, sur des distributions hétérogènes, il va y avoir un petit effet dû à l'hétérogénéité, ça va quand même créer des triangles. Ok. Eh bien, on peut regarder ça. Donc ici, je vous ai mis le vrai réseau. Il va jusqu'à là. Et là, c'est les modèles. Alors, pardon, c'est le coefficient de clustering global dans le vrai réseau, RIL, dans le configuration modèle, le modèle de configuration, et dans le graphe R-Reni. Donc, vous pouvez voir, le vrai, il est à 0,3. Le R-Reni, il est à 0,14. Ah, regardez, le configuration modèle, il est un peu au-dessus. Voilà, c'était un drôle d'exemple puisque le R-Reni reproduisait quasiment la densité du truc. On va prendre des exemples avec plus de nœuds. Dans le réel, c'est 0,07. R-Reni, il est à 0, lui. Parce que lui, R-Reni, il est exactement à la densité du truc. Et la densité du truc, je ne l'ai pas mis. Si, je l'ai mise. C'est 10-4. Donc là, ça ne se voit pas sur mes 3 chiffres significatifs. Et regardez que le configuration model, alors lui, il est carrément plus dense localement que le réseau réel. Et en fait, c'est un peu tout le temps comme ça. C'est souvent comme ça. Il est un ordre de grandeur au-dessus de R-Reni. Donc le résultat théorique, bon, quand même, des fois, il est à 0 quand même. Hein, alors que le réseau réel est à 0,3. Des fois, lui, le configuration model, il est quand même à 0 comme le R-Reni. Mais donc, le résultat théorique qui dit qu'il est à 0, en fait, il n'est pas si vrai que ça en pratique à cause de l'hétérogénéité. En tout cas, quand les réseaux n'ont pas trop de sommets, ça joue plus apparemment. Mais même quand les réseaux ont beaucoup de sommets, comme celui-là, là, regardez que il est même plus dense que le réseau réel. Assez étonnant, quoi. Ok. Si on regarde le coefficient de clustering local, en fait, c'est un peu la même. Je ne vais pas y passer de temps. Et si on regarde le nombre de triangles, ça donne une vision encore plus précise. Vous voyez que le configuration model, il fait quand même plus de triangles que R-Reni. 4000 au lieu de 200, 4000 au lieu de 35, etc. Donc il y a vraiment quand même ce phénomène qui joue. Dans les grands réseaux, ça devrait moins jouer. Mais si, regardez, là, ici, ça joue encore. 23 000 contre 100, 5 millions contre 1000. Donc il est quand même 3 ordres de grandeur au-dessus. Ok. Bon, il y a des fois où, par contre, il rate complètement le truc. Ah ben là, oui, là c'était sûr qu'il allait rater. Parce que là, c'est un graphe la distribution des degrés, elle est homogène. C'est le réseau des routes au Texas. D'accord, donc là, les deux, R-Reni et configuration model, c'est pareil, parce que vous faites le configuration model, mais sur quoi? Sur des trucs qui ont tous degré 4. Donc en fait, vous faites à peu près un R-Reni. Donc, vous pouvez faire le configuration model sur n'importe quelle distribution, y compris si vous voulez sur une distribution de poissons. Ok, ça marche et ça vous fait quelque chose qui est vraiment un R-Reni, quoi. Ok, donc conclusion. Ni le modèle d'R-Reni ni le modèle de configuration ne donnent des graphes qui sont denses localement, voire même avec un S à dense. Dans les deux cas, on a la densité locale qui tend vers 0 quand le nombre de nœuds tend vers l'infini. Okay, mais il y a cette histoire de constante qui est plus grande dans le configuration model. Donc ce qu'il nous faudrait, nous, c'est un modèle générique quand même capable de reproduire les 4 propriétés. On a reproduit les 3 premières, densité, distance, distribution de degrés, mais on n'arrive pas à reproduire la densité locale. Donc on aurait besoin d'un modèle pour faire ça, mais en fait, il n'y en a pas. Donc au boulot. C'est à votre génération de faire ce modèle-là. Okay, un modèle qui reproduise à la fois les 4 propriétés. La difficulté, du coup, là-dedans, c'est de capturer la densité locale. J'en reparle, je crois, dans 2 slides à la fin.
Bon, ok, très bien. Il n'y a pas de modèle qui fait les 4 propriétés. Il y a un modèle qui fait les 3 propriétés, un modèle qui fait les 4 propriétés. Il y en a, mais ils ne sont pas génériques. Je peux toujours vous en construire des réseaux avec beaucoup de triangles. Par exemple, je vais vous commencer. Il y en a qui font ça. Commence par mettre des réseaux qui sont des clics. Vous mettez des clics, d'accord, des gros paquets de nœuds entièrement connectés, puis après vous enlevez des arêtes au hasard. Bah oui, ça vous fait des triangles, mais c'est pas très uniforme ça. Les vrais réseaux ne ressemblent pas à ça, et puis de toute façon, c'est pas uniforme. Ok. Et au fait, pourquoi est-ce que les graphes réels, ils sont denses localement? Moi, je voudrais quand même savoir ça. Parce que, d'accord, on n'arrive pas à les reproduire, la densité locale, on a vu qu'ils étaient denses. Pourquoi est-ce qu'ils sont denses localement? Alors, soit vous donnez cette intuition que j'ai donnée, qui est, ben oui, quand on est proche dans le graphe, on a plus de chances d'avoir un lien entre nous. Bon, ok, ça c'est l'intuition. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer un peu de manière plus mathématique? Il y a un modèle, encore un modèle explicatif pour faire ça, c'est le modèle de Watts et Strogatz. Il faut que vous l'ayez vu parce que c'est un modèle, d'abord ça donne une vision intéressante des réseaux complexes, et puis c'est un modèle fondateur de la discipline en fait, de la discipline de l'étude des réseaux complexes. Donc ce modèle date de 98, ça, on peut dire que c'est parti un peu de là, les réseaux complexes. Dans le modèle, il y a 3 paramètres. Alors le modèle, il est nul, hein, je vous préviens. Le modèle, c'est un modèle joué, c'est pour expliquer. Bien sûr que là, vous allez voir de suite qu'on ne veut pas générer des réseaux comme ça. Là, ça devient vraiment clair. Avec Barabasi et Albert, c'est un peu plus caché, parce qu'ils n'ont l'air pas trop spéciaux, mais en fait, s'ils le sont. Mais là, celui-là, c'est très clair. Donc il y a 3 paramètres. N, le nombre de sommets. K, vous allez voir ce que c'est. Et P, vous allez voir ce que c'est, mais c'est une probabilité. On part de N nœuds qu'on place sur un cercle. Chacun des nœuds, il est relié aux K nœuds qui le suivent sur le cercle et aux K nœuds qui le précèdent sur le cercle. Donc ils ont tous degré exactement 2K. Et ensuite on fait ça. Une fois qu'on a ce réseau, on recable les arêtes aléatoirement de la façon suivante avec la probabilité P. Donc là on s'est servi de N et K, il nous manque P. D'abord, je vais recabler les arêtes seulement où les arêtes UV, seulement où V apparaît après U sur le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens indirect trigonométrique. Okay, je vais recabler que celle-là. Donc j'ai U, je vais faire un petit essai, même si ça me coûte de me lever. J'ai U, voilà, et j'ai V ici, sens indirect. Donc je vais recabler que les arêtes où U précède V. Et comment je les recable? En fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, je vais garder l'arête attachée à U. Et ce que je vais recabler, c'est que la partie qui est câblée sur V. D'accord? Donc là, ce que je fais, c'est que je dis non, toi, je te recable. Je casse ici et je garde l'arête attachée à U, mais je la mets attachée à n'importe qui d'autre. De l'autre côté, je la mets attachée à n'importe qui d'autre. Je choisis au hasard. Donc il va se retrouver attaché à W. Et lui, je l'ai vraiment choisi purement au hasard parmi les nœuds. On remplace la deuxième extrémité par un sommet choisi uniformément aléatoirement parmi tous les sommets, autres que U et ses voisins, parce que je ne veux pas faire d'arêtes multiples. Donc je choisis W au hasard, mais à l'extérieur du range des voisins de U, où j'en avais K et K. Okay. Je choisis au hasard là-dedans. Et avec proba 1 moins P, donc avec proba P, je recable l'arête. Avec proba 1 moins P, je ne fais rien à l'arête. Okay, donc je ne recable pas toutes les arêtes. J'en recable une proportion P. Et ça donne quoi, ça? Un exemple que je ne vais pas faire, trop fatigué. Mais vous avez un peu compris, je pense. Voilà, vous faites ça. Donc celle-là, elle est partie par contre. Celle-là, on l'efface. Celle-là, on l'efface, et tac, on remplace par celle-là. On met un petit peu, passez-moi l'expression, de bordel dans cette jolie structure circulaire, en recablant avec probabilité P. Donc, ce qu'ils font, ou assez Strogatz dans leur papier de 98, c'est qu'ils fixent N et K. Donc, comme ça, on contrôle la taille du réseau et sa densité, parce que K, c'est vraiment c'est la moitié du degré moyen, donc c'est le nombre d'arêtes, quoi, grosso modo.
Et après, ils font varier P. Ils s'amusent à prendre, pour un n et k fixé, ils s'amusent à prendre plein de valeurs de P, en partant de 0, en allant jusqu'à 1 et en prenant plein de valeurs intermédiaires. Évidemment que pour P égale 0, ce qu'on a, c'est exactement le cercle avec tout le monde relié avec ses k sommés d'avant et ses k sommés d'après. Donc c'est un truc super régulier. Quand on prend P égale 1, par contre, ce qu'on a, c'est un truc qui est quasiment purement aléatoire, puisque j'ai recablé toutes les arêtes. Pourquoi j'ai dit quasiment purement aléatoire? Pourquoi j'ai mis ou presque? C'est quand même pas un Erdős-Rényi non plus. Pourquoi? Oui. On parle d'un modèle très régulier et on va potentiellement recabler la même arête plusieurs fois. Ah non, ça, on les considère une par une, les arêtes, et on la recable avec probabilité P, et sinon on la recable pas. Ah, quand on les recable, on élimine ceux qui sont dans les voisins. Du coup, c'est pas... Non, quand tu recables, tu t'occupes que de cette arête. Tu te poses la question, sa deuxième extrémité, est-ce que je la change ou pas? Oui, je sais, mais quand le P est 1, on va la changer forcément et elle va jamais être oui. sur ses voisins. Oui. Il y a peu de chances qu'elle retombe parmi les voisins, oui. Et alors? Non, mais pourquoi c'est pas... Donc c'est très aléatoire, on est d'accord? Parce que je vais la faire sauter n'importe où, l'extrémité de l'arête. Ah, je pensais qu'on ne pouvait pas la faire sauter à ses voisins une deuxième fois. Oui, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas sur ça que je voulais venir, parce que ça, c'est juste pour dire que je ne vais pas faire d'arête multiple. Donc dans un Erdős-Rényi qui n'a pas d'arête multiple, c'est pareil, on contraint ça. Donc c'est pas vraiment sur ça que je veux venir. Il y a un truc qui a quand même va pas être très, très aléatoire à la fin. C'est que chaque sommet, il garde quand même toutes les arêtes attachées à lui, celles qui allaient vers ses voisins d'après. Celles qui viennent de ses voisins d'avant. D'accord? Celles qui viennent de là, comme ça. Là, on va recabler ce truc-là au hasard. Mais par contre, pour toutes celles qui partent de U vers les trucs qui sont après sur le cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, elles restent attachées à U. Donc en fait, dans ce procédé-là, tous les sommets U, ils vont avoir degré au moins K. Leur K arête qui allait vers plus loin, elles restent attachées à U. Okay? Donc c'est pas quand même pas purement aléatoire. Ils ont tous degré au moins K. Ok. Donc voilà ce que ça fait. Si on a P égale 0, on part d'un truc très régulier comme ça. Ici, c'est avec P égale 2, ce qui est voisin du suivant et de celui d'après sur le cycle, c'est tout, pas plus loin. Et si on recable quelques petits trucs, ça fait voilà cette belle structure avec quelques petits raccourcis. Et si on recable beaucoup, ben, ça fait un truc qui est quasiment random, quoi. Sauf qu'ils doivent tous avoir degré au moins 2 quand même. Ok, c'est ça l'expérience. Et c'est quoi le résultat? Ben, ce qu'ils regardent, c'est comment varient deux paramètres en fonction de P. On ne va pas refaire l'expérience, parce que vous allez deviner de suite. Le premier paramètre, c'est la distance moyenne dans le réseau. Donc, quand je prends P égale 0, la distance moyenne, elle est comment? Je ne recable pas. C'est quoi la distance moyenne dans le réseau? Donc vous êtes d'un côté du cercle, vous voulez aller de l'autre côté. Il faut emprunter combien d'arêtes? Là, je parle plutôt du diamètre du coup, parce que le sommet opposé, c'est celui qui va être le plus loin sur le cercle. Combien pour aller d'un sommet à celui qui est à l'opposé sur le cercle? Dans le cas où j'ai rien recablé, j'ai gardé mon joli truc. Comment vous allez faire pour aller de l'autre côté? Ça, vous savez ça. Du coup, je vais me braquer, je ne vais pas changer de slide tant que vous n'aurez pas donné la réponse. Parce que ça, vous savez, c'est facile. Vous êtes là. Vous voulez aller là. Donc chacun est relié au cas suivant et au cas précédent. Bon. Vous allez faire comment pour aller là le plus rapidement possible? Ben, vous allez sauter le plus loin possible.
sais pas de quel côté vous préférez partir, soit à gauche, soit à droite, mais on s'en fout, d'accord? De toute façon, ça va être exactement pareil, il a la même tête, le réseau des deux côtés. Donc je vais sauter le plus loin possible ici, c'est-à-dire à K de distance. Parce que c'est là le plus loin de mes voisins à qui je suis relié, il est à K. Et là, je vais faire pareil, je vais sauter à K. Et là, je vais sauter à K. Et là, je vais sauter à K. Donc combien de temps il me faut pour y aller? Grosso modo, pour aller au truc opposé, il est à distance n sur 2 sur le cercle, il me faut n sur 2 divisé par K. En nombre de sauts, d'accord? 1, 2, 3. À chaque fois, j'avance de K. Et je dois faire distance n sur 2. Donc je fais n sur 2 divisé par K. Donc K est fixé, n est fixé. Donc là, j'ai un truc de l'ordre de n. Quand je fais ça. Donc c'est pas bon, c'est très long, les distances. Les distances moyennes. Et là, c'est pas la distance moyenne, c'est la distance la plus grande. Mais en fait, en moyenne, sur le cercle, ça va être... je vais devoir faire un quart de tour. Donc peut-être qu'en moyenne, je redivise par 2 et c'est exactement la valeur moyenne, ça. Entre la valeur extrême et la valeur moyenne, sur le cercle, il n'y a qu'un facteur constant, je pense. Si par contre, j'ai recablé comme un fou, pour P égale 1, j'ai tout recablé, il va ressembler à quoi, mon réseau? À ce truc-là, là. C'est-à-dire un petit peu à un Arnold-Shreny. Et là, je sais que mes distances, elles sont très courtes, de l'ordre de quelques unités. Okay. Donc là, je sais que quand P va être 0, les distances vont être très grandes, de l'ordre de n. Quand P va être égal à 1, elles vont être très courtes, de quelques unités. La deuxième propriété qu'il regarde, c'est le coefficient de clustering local. Quand P égale 0, il vaut quoi le coefficient de clustering local? C'est-à-dire, je calcule pour chaque nœud. Je prends un nœud, je regarde à qui il est relié, au cas d'après et au cas d'avant sur le cercle. D'accord? Et ils sont tous comme ça. Il y a presque toutes les arêtes là-dedans. Alors, je ne sais pas exactement combien il y en a, parce qu'il en manque quand même. Hein. C'est-à-dire que lui, là, il est relié au cas d'avant, mais il n'est pas relié jusqu'au bout. Je ne sais pas trop le calculer, mais je dirais qu'ils sont tous reliés à au moins la moitié. D'accord? U, il a 2 cas voisins. Chacun de ses voisins est au moins relié à la moitié de l'autre, puisqu'il est au moins relié à K voisins. Au final, en fait c'est un peu plus que ça même. Donc le coefficient de clustering, je ne sais pas, ça va être 3 quarts. Ça va être, là ce que je dis c'est pour dire que c'est au moins un demi, mais je pense qu'en moyenne, il va être, celui-là il est relié, celui qui est proche il est relié à tout le monde sauf 1. Celui qui est là, il est relié à 3 quarts. Moi, je pense qu'en moyenne, ça va être 3 quarts, plus ou moins, un truc comme ça. Bref, le coefficient de clustering local, au début, quand on n'a pas recablé, il est énorme. Il est une constante très grande, proche de 1. Quand je recable comme un fou, je retombe sur un truc aléatoire. Donc là, il va être quoi, le coefficient de clustering local? Sans doute quelque chose qui ressemble à la densité globale du réseau. Okay. Donc n de k sur n, ou je sais pas quoi, 2k sur n. Donc ici, ça va être très dense localement, ici, très peu dense localement. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ici, vous regardez L de P. Donc là, ils l'ont normalisé par la valeur que ça a quand la proba vaut 0. Donc au début, L de P, quand je vais augmenter, on a dit, quand je vais augmenter la proba, les distances vont passer de grande à petite. Donc elle va chuter. L de P sur L0, là, vous voyez que ça chute. Ça part d'une valeur normalisée en 1 et ça chute comme ça. Pour aller à une valeur très faible des distances, qui moi m'intéresse. Je veux faire des réseaux avec une distance faible. C'est ce que j'ai observé en pratique. Et pour le coefficient de clustering local, c'est l'inverse. Quand P égale 0, on a dit, il est très clusterisé, très dense, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et quand je vais l'augmenter, au bout d'un moment, sa densité, ça va tomber à quasiment 0, c'est-à-dire à la densité globale du graphe, quoi. Donc la courbe, elle, ce qui est intéressant, c'est que celle qui chute, elle chute au début, et après elle se stabilise. Et celle, les deux, elles chutent, pardon. Mais l'autre, le coefficient de clustering que je veux garder haut, en fait, celle que je veux qui soit basse, elle chute rapidement, et celle que je veux garder haut, pendant très longtemps, elle reste stable, avant de finalement chuter. Ce qui veut dire que quand je suis là, quand je suis dans ces probas-là, eh ben c'est super. J'ai un réseau qui est à la fois clusterisé, le clustering est très haut, et à la fois avec des faibles distances, ce qui est ce que j'observe en pratique. D'accord? Donc voilà. Donc le modèle, il est pour dire que quand je prends un P intermédiaire, alors là, vous voyez que l'échelle est logarithmique. Hein, donc là, il faut prendre des P de l'ordre de 1 centième. J'obtiens le beurre et l'argent du beurre. Distance courte, clustering fort. OK.
Ok? Donc quand je fais la conclusion, c'est que quand je fais varier P de 0 à 1, je passe de très structuré à purement aléatoire. Je passe de clusterisé et distance longue à non clusterisé et distance courte. Mais ce qui est génial, c'est qu'au milieu, je pourrais soit avoir aucun des deux, soit avoir les deux. Et en fait, j'ai les deux. Clusterisé et distance courte, quand je suis au milieu. Dû à la forme de ces courbes. Okay. Et ça, c'est comme les réseaux réels. Donc ce que ça dit, c'est qu'un peu d'aléatoire suffit à avoir des distances courtes, tout en gardant la structure initiale du réseau superstructuré sur un cercle, qui lui donnait une grande densité locale. Donc l'interprétation qu'on en fait de ça, et c'est ça le truc le plus important pour moi, en tout cas c'est le bout du chemin où je voulais vous emmener sur ces histoires de propriétés fondamentales et de modèles. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, les réseaux complexes, vous pouvez y penser comme des réseaux qui sont à la fois, qui sont le résultat d'une superposition entre une structure et une partie d'aléatoire. La partie d'aléatoire, elle vient du fait que les réseaux sont non contraints. Vous pouvez, rien n'interdit d'avoir un lien entre deux sommets, même si c'est plus ou moins probable. Et la structure, elle vient de quoi? Elle vient du contexte d'où proviennent ces objets. Le réseau routier, il a une certaine gueule. Le réseau social, il a une certaine gueule, etc. D'accord? Donc, voilà. Donc la structure, on considère que c'est ce qui est responsable de la densité locale forte. Et la partie aléatoire, c'est ce qui est responsable des distances courtes dans le réseau, ce qu'on a vu avec Ordosh-Rényi, avec l'expérience de 1000 grammes, etc. Conclusion générale, le modèle d'Ordosh-Rényi vous donne la densité et les distances que vous voulez, c'est-à-dire faibles et courtes. Le modèle de configuration, il donne à la fois la densité qu'on veut, les distances qu'on veut et la distribution des degrés qu'on veut, puisqu'on peut la choisir, la distribution des degrés. Et si on va voir les quatre propriétés, il n'y a pas de modèle qui fait ça. Okay. En tout cas, pas de modèle assez générique. La difficulté, pour avoir un modèle qui est comme ça, c'est d'incorporer la densité, d'arriver à restituer la densité locale. En fait, intuitivement, elle n'est pas trop compatible, la densité locale, avec les procédés de génération aléatoire qu'on a utilisés, en tout cas. Procédés de génération aléatoire, ils vous jettent les arêtes un peu n'importe où dans le graphe, avec certaines contraintes parfois, mais d'incorporer la contrainte que les nouvelles arêtes qui arrivent doivent être dans le voisinage des autres arêtes, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle satisfaisant pour faire ça. Au final, le truc que je pense que j'ai complètement oublié de vous dire, mais qui est un peu un résumé aussi important, donc dans les quatre propriétés, là, à un moment donné, au milieu du cours, je vous l'avais dit, c'est quand même un peu antinomique les propriétés de ces réseaux, parce qu'ils n'ont pas d'arêtes, mais ils ont des distances courtes. Alors que si on veut avoir des distances courtes, normalement, c'est mieux d'avoir plein d'arêtes. Bon, ça, on l'a expliqué par l'aléatoire. C'est une propriété de l'aléatoire, ok. Mais ils n'ont pas d'arêtes. Elles sont agglomérées dans le voisinage des sommets. Donc, elles sont locales, les arêtes. Et ils ont quand même des distances courtes. Donc ça, c'est quand même vraiment étonnant. Ils n'ont pas d'arêtes. Elles sont agglomérées localement. Et ils ont quand même des distances courtes. Pourquoi? Parce que très peu d'aléatoires, quelques raccourcis suffisent à faire que les distances sont très courtes dans le réseau. Voilà, c'est un peu tout ce que je sais de la structure des réseaux complexes. Pour les cours d'après, on passera plus à des thématiques particulières comme repérer les sommets importants dans les réseaux, partitionner les réseaux en communautés, ce qu'on appelle communautés, c'est-à-dire des parties qui ont leur fonctionnement propre. Et puis, je vous ai dit, système de recommandation basé sur la prédiction des liens. Donc on fera des outils de prédiction des liens. Et on va prendre une pause bien méritée.